Le cancer est une maladie du métabolisme causée par un excès d'électrons. La révolution que l'on a fait scientifiquement, c'est de relire les maladies par la physique. Et la physique nous dit que nous ne sommes que des protons, des neutrons, des électrons et de l'énergie. Et au fond, les maladies s'écrivent par de la physique, comme tout dans l'existence. Et le cancer est lié à une augmentation de la pression électronique, point à la ligne. AVS avec Philippe Robichon. AVS et à votre santé, à votre bonne santé, c'est la rentrée littéraire également pour les livres médicaux avec un des événements de cette rentrée, la clé du cancer chez Thierry Souccard. J'ai invité Laurent Schwartz. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes le bienvenu. Vous êtes cancérologue et radiothérapeute. Vous préférez qu'on dise cancérologue ou oncologue ? C'est la même chose. Le terme d'oncologue a été forgé pour cacher le mot de cancer. C'est simplement onkos, ça veut dire le cancer en grec, c'est tout. Oncos. Mais à quel moment les cancérologues sont-ils devenus des oncologues d'ailleurs ? C'est cette période où on a voulu cacher le mot de cancer, c'est les années 1980-90. C'est comme ça qu'on est devenu, voilà, et on a eu des services d'oncologie. Voilà. Vous avez consacré votre vie au développement de traitements novateurs et non toxiques au cancer. Vous avez créé il y a une vingtaine d'années un groupe pluridisciplinaire à l'école polytechnique composé de médecins, de mathématiciens, de physiciens et de biologistes. Quelle était la mission de ce groupe ? La mission vient d'un premier constat. Le cancer est une maladie somme toute extrêmement importante pour laquelle malheureusement on n'a pas encore un traitement efficace dans toutes ses formes. Et nous avons pensé qu'il était bon de revenir au tableau noir, comme à l'école, pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Le cancer, au fond, est une maladie relativement inconnue. Je me baladais pendant ces vacances le long du chemin de Saint-Jacques et je vois un oncologue danois, professeur à l'université de Copenhague, et je lui demande, pour lui, qu'est-ce qu'un cancer ? Et il me répond quelque chose comme une prolifération de cellules anormales ne répondant pas au programme génétique. Ça, c'est pas une définition, c'est une paraphrase. C'est ne pas comprendre ce qui se passe en réalité. Mais pourquoi convoquer des mathématiciens, des physiciens, finalement des gens qui ne sont pas des médecins ? Si on veut faire une révolution, c'est-à-dire comprendre de ce dont il s'agit pour essayer de trouver un traitement, il faut faire venir du sang neuf. Le sang neuf, ce sont forcément des gens intelligents et ce sont des gens qui ne sont pas moulés dans le formatage dans lequel on vit. Les matheux, les physiciens sont des gens capables de nous dire autre chose et au fond, ce qu'on a fait, ça a été de ramener la médecine à de la physique. Et je vous rappelle que le mot en anglais pour médecin, physician, ça veut dire quelqu'un qui fait de la physique. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce groupe-là, vous avez regardé le cancer avec d'autres lunettes, finalement, avec des lunettes de mathématiciens, physiciens, biologistes. Oui, d'autres lunettes pour comprendre. À noter également que vous faites partie des personnes qui sont à l'initiative d'une fondation qui s'appelle Guérir du cancer, une fondation créée sous l'égide de la Fondation de France. Quelle est la mission de cette fondation ? Alors cette fondation est indépendante de moi et ce sont des gens avec lesquels je travaille et une de leurs fonctions est de financer les recherches sur le cancer et en particulier sur le métabolisme du cancer. Bien, alors le métabolisme, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Je rappelle que votre livre qui sort aujourd'hui s'appelle « Les clés du cancer » et c'est chez Thierry Souccard. Alors vous, quand vous regardez le cancer, puisque vous en parlez de la définition qu'on vous en a donnée tout à l'heure, de ce médecin danois, vous, qu'est-ce que vous nous en donnez comme définition ? La vôtre, hein ? La mienne. Alors, le cancer est une maladie du métabolisme causée par un excès d'électrons. La révolution que l'on a fait scientifiquement, c'est de relire les maladies par la physique. Et la physique nous dit que nous ne sommes, nous, vous, moi, n'importe qui, que des protons, des neutrons, des électrons et de l'énergie. Et au fond, les maladies s'écrivent par de la physique, comme tout dans l'existence. Et le cancer est lié à une augmentation de la pression électronique, point à la ligne. Ça, c'est votre définition du cancer. C'est ma définition du cancer. Alors évidemment, ça change des choses. Le cancer, c'est pas une maladie génétique, par exemple. Non, mais vous pouvez arriver à cette maladie
électronique du métabolisme par différents chemins, en fumant, en buvant ou en ayant un génome anormal. Mais au fond, vous retrouverez toujours, dans toutes les maladies, une altération de cette pression électronique, ce que nous appelons dans notre jargon un potentiel redox. Comment d'une maladie du métabolisme, le cancer est-il devenu aujourd'hui, pour beaucoup qui en parlent, une maladie génétique ? Comment est-ce qu'on est passé d'un concept à un autre ? Alors les définitions, les compréhensions du cancer ont varié au cours des siècles. Il y a 150 ans, c'est une maladie infectieuse. Et effectivement, dans certains cancers, comme les cancers du col utérin, on trouvera une composante infectieuse. Puis, il y a 100 ans, c'est une maladie du métabolisme, où un grand médecin allemand, Otto Warburg, qui aura le prix Nobel, montre que le cancer fermente. Alors, on va s'arrêter sur Warburg, parce que c'est l'élément de compréhension et le point de départ de l'argumentation de votre livre. Exactement. Donc, vous dites que ces travaux à lui ont été oubliés, et vous expliquez les raisons historiques qui font que ces travaux ont été oubliés. Alors, il y a de nombreuses raisons. La première, c'est que probablement Warburg avait un caractère assez épouvantable. La deuxième, c'est qu'il a vécu en Allemagne pendant la période du nazisme, qu'une grande partie de ses recherches ont été faites entre 1920 et 1940. Il ne s'est pas exilé aux États-Unis ou en Angleterre, donc il a été Comme on lui avait demandé. Comme on lui avait demandé et comme il avait hésité à le faire. Il a été profondément anti-nazi. L'histoire est plus compliquée que ça parce que Hitler était phobique du cancer. Il avait lui-même un polype des cordes vocales et il a tenu à ce que Warburg puisse continuer à travailler, bien que Warburg soit demi-juif. Et en 1949, on découvre en Angleterre et aux États-Unis le code génétique. Et on change complètement de définition du cancer et on passe à une définition du cancer qui est plus proche de l'informatique. Il y a un programme central, le cancer est une altération de ce programme et c'est pour ça qu'on est malade. Et c'est cette forme de vision du monde et de ce que nous sommes qui est fondamentalement remise en question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle l'effet Warburg ? Et vous dites que cet effet est non seulement un effet qu'on peut voir dans le cancer, mais dans d'autres maladies, comme la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies, Parkinson. Alors, vous savez, c'est comme toujours, c'est la difficulté de la science. La science segmente. Chez les biologistes, on parle d'effet Warburg, c'est-à-dire que la cellule capte du sucre qu'elle ne peut pas brûler et sécrète de l'acide lactique. C'est une définition de chimiste. Mais c'est ce que les paysans appelleraient de la fermentation. Et c'est la même fermentation qu'il faut pousser le pain quand il y a sécrétion de gaz carbonique et que le pain lève. La fermentation est quelque chose d'extrêmement fréquent en général. Et en biologie, on appelle ça l'effet Warburg. Et c'est cet effet Warburg qui fait que le cancer est là. C'est-à-dire que c'était son hypothèse de dire que finalement, la cause du cancer, ce serait la fermentation. Mais la fermentation de quoi ? D'une cellule qui n'arrive pas à digérer quoi ? Ce que dit Otto Warburg en 1952, il convoque les prix Nobel allemands, il dit « tous les cancers fermentent ». Dans tous les cancers, vous avez ce phénomène. La cellule capte toujours du sucre et est incapable de le brûler. Et ce que nous appelons les cancérogènes, le tabac, l'alcool et tous ces produits chimiques dont la liste est sans fin, n'ont qu'un seul effet, c'est qu'ils font fermenter. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Le tabac entraîne une fermentation, il entraîne l'effet Warburg et donc le cancer. Même chose pour l'alcool. L'alcool, les produits chimiques, les radiations, tout ça, ou les virus et ou les gènes anormaux que l'on trouve dans les quelques rares formes de cancer héréditaire. C'est-à-dire que la cellule de cancer se nourrit de sucre, c'est ça ? Qu'elle n'arrive pas à digérer ? C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez, je vais faire un détour plus fondamental. Votre cellule, elle peut faire deux choses. Soit elle brûle, et vous faites du gaz carbonique et de l'eau. C'est ce que vous faites quand vous marchez ou vous courez. Vous suez, vous faites du gaz carbonique, de l'eau. Et votre cellule, elle ne peut pas se diviser, elle brûle. C'est une cellule en bonne forme. Si la cellule ne peut pas brûler, elle va synthétiser. Et ce qu'elle va synthétiser va être la raison des maladies, du cancer, de l'Alzheimer, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de maladie où il n'y ait pas de synthèse. Dans le cancer, c'est une cellule qui se divise en deux. Dans l'Alzheimer, c'est
des plaques qui se déposent, qu'on appelle des plaques amyloïdes. Ce sont ces déchets qu'il y a dans le cerveau. Et dans l'inflammation, ce sont des molécules que l'on connaît sous le nom technique de cytokine ou de lymphokine. Ce qui se passe, c'est que dans toutes les maladies, vous passez en synthèse. Dans toutes les maladies, vous avez une incapacité de la cellule malade de brûler. Et c'est cette unicité qui est extrêmement importante. Ces travaux, aujourd'hui, ils ont disparu de la littérature scientifique et médicale ou pas? Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, j'ai 63 ans, donc j'ai vu passer quelques cycles de cancérologie. Quand j'étais étudiant en médecine, on parlait encore d'Otto Warburg. Puis ça a complètement disparu pour être remplacé par les subtilités du génome. Et ça revient maintenant. Et aujourd'hui, chaque année, ce sont des dizaines de milliers de publications sur cet effet Warburg qui revient. Moi, je m'y suis intéressé en grande partie par l'aide du professeur Luc Montagnier il y a plus de 20 ans. Mais aujourd'hui... la littérature sur cet effet Warburg est extrêmement impressionnante. Et c'est utilisé en clinique. Si vous voulez savoir si votre cancer est invasif, agressif ou est-ce qu'il y a du cancer, vous injectez du sucre radioactif dans le corps, c'est ce qu'on appelle un PET scan, et la tumeur va fixer du sucre, et ça fait évidemment revenir à la mode l'effet Warburg. D'accord. Quand on parle de sucre, on parle de glucose? Oui, on parle de glucose. Pas de fructose? C'est un peu différent, mais je pense qu'il ne faut pas perdre les gens dans toutes ces différences-là à la minute. Bien, donc ça c'est cet effet Warburg qui pour vous est fondamental, cette histoire de fermentation. Cette histoire pour comprendre le cancer, c'est ça. Je veux dire, le cancer c'est ça, et aussi les autres maladies. Et au fond, on arrive dans une grille de lecture extraordinairement simple. Pour être malade, il faut que des cellules fermentent. Point à la ligne. Pour que des cellules fermentent, il faut qu'il y ait un excès électronique, point à la ligne. Et c'est ça qu'on a compris. Et vous dites qu'en comprenant ça, eh bien finalement, on peut adapter le traitement à cette hypothèse. C'est toujours la même chose. Si vous voulez envoyer une fusée sur la Lune, il vaut mieux savoir où elle est. Si vous voulez traiter un cancer, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Si vous parlez de prolifération incontrôlée, blablabla, vous allez louper la cible. Si vous comprenez qu'au fond, votre cancer, c'est lié à une fermentation, que cette fermentation a elle-même ses propres causes, vous pouvez adapter des traitements. Voilà, et ce matin, nous allons changer de lunettes. Parfois, c'est important de changer de lunettes, et nous allons changer de lunettes pour parler du cancer avec mon invité, qui est le docteur Laurent Schwartz. Je rappelle que vous êtes cancérologue et radiothérapeute, et que vous publiez Les clés du cancer chez Thierry Soucard. Alors, on va faire un petit quiz pour tout le monde. Qui est JD ? Le premier patient qui a eu une chimiothérapie. En réalité, il y en avait déjà eu d'autres en Allemagne, mais on les a oubliés, ils n'ont pas été colligés. JD est un immigrant américain qui a un lymphome, c'est-à-dire un cancer des ganglions, et qui va mourir. Et en 1942, à Yale, donc une prestigieuse université américaine, on lui injecte des dérivés des gaz de combat. Et son lymphome va régresser pendant un certain temps, il va être... considéré comme guéri, et quelques mois après, il va mourir d'une récidive tumorale. Ce qui est important, c'est de comprendre la genèse de tout ça. Les gaz de combat, ce qu'on savait de la guerre de 14, c'est que les gens qui avaient été gazés, quand ils ne mouraient pas, ils avaient une diminution des globules blancs et des plaquettes. Et d'où l'idée en 1942, donc près de 20 ans plus tard, d'injecter ces mêmes gaz de combat à peine changés et de voir diminuer des globules blancs, cette fois-ci cancéreux, et de traiter les malades. Mais on va voir ce que l'on va retrouver dans la chimiothérapie de façon malheureusement très fréquente, c'est que les tumeurs répondent à ces traitements, ça s'améliore, et puis ça redémarre, et ça redémarre souvent de façon beaucoup plus agressive. Et sur ce sujet-là, les choses n'ont pas extraordinairement changé depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, la chimio, elle a un effet, on va dire, ponctuel, c'est ça ? La chimio marche bien dans certains cancers, c'est-à-dire que les tumeurs répondent, mais malheureusement dans les cancers les plus fréquents, ça n'est qu'un effet transitoire. D'accord. D'où l'importance de trouver autre chose. Donc JD, ce qui est intéressant, c'est que quand on ramène les choses par rapport à l'histoire, c'est que l'armement et le médical, c'est souvent très lié d'ailleurs. Et en tout cas, dans l'histoire du cancer, il y a eu beaucoup de... Ah oui, il y a des vrais liens, hein. Oui, bien sûr, la radiothérapie est une conséquence du projet Manhattan, donc de la découverte des
des accélérateurs de particules. La chimiothérapie, c'est les gaz de combat. Et l'imagerie médicale a beaucoup à voir avec l'imagerie militaire. Mmh. Quand on lit votre livre, il apparaît que le cancer, c'est une maladie simple. Simple, mais pas banale. À mon avis, simple et banal. Mais vous savez... Vous direz simple et banal, vous ? Oui, simple et banal. Enfin, comme tout dans la vie. Je veux dire, les gens qui vous parlent de complexité, habituellement, sont là pour vous perdre. Soit ils se sont déjà perdus, soit ils veulent vous perdre. Rien dans la vie n'est compliqué. Le cancer, pas plus que le reste. Mais qui finalement a décidé de compliquer les choses quand on parle de cancer ? Oh, mais ça, je pense que c'est l'âme humaine. Nous avons un malin plaisir, vous, moi, tout le monde, à se compliquer ou se faire des nœuds dans les méninges. Aujourd'hui, parmi l'arsenal thérapeutique pour les cancers, d'où et de quelle époque datent les traitements qui sont efficaces selon vous ? Bon, alors la chirurgie, c'est 19e siècle. Il y a des essais, bien sûr, avant. La radiothérapie, c'est 1897-98, évidemment avec multiples améliorations. Et la chimio, comme on l'a vu il y a 2 minutes, c'est 1945. Alors, tout ceci a fondamentalement été amélioré, mais c'est comme une voiture d'aujourd'hui par rapport à une voiture du début du siècle. C'est au fond le même principe. Et au fond, ce que nous cherchons, c'est à rabattre les cartes. Il y a probablement quelque chose qui n'a pas été vu ou pas compris dans le cancer, que l'on peut aujourd'hui refaire monter à la surface pour comprendre. Et ce qui est très impressionnant... Si on ne l'a pas compris, c'est que finalement, avec tout l'argent qui a été investi, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors vous partez sur l'hypothèse que l'argent est nécessaire. Moi, j'en suis pas si sûr que ça. L'argent est à la fois quelque chose dont nous avons tous besoin, mais c'est aussi un poison. Quand vous mettez trop d'argent dans un système, à mon avis, vous faites plus de mal que de bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris alors ? Dites-nous, qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans le cancer ? C'est ce que j'essayais de vous dire plus avant. C'est qu'est-ce que le cancer ? La première chose, si vous voulez guérir une maladie, c'est de comprendre. La tuberculose, le jour où vous comprenez qu'elle est liée à un bacille, quel nom de bacille de corps, vous pouvez la guérir. Le cancer, tant que vous n'avez pas compris de ce dont il s'agit, vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, c'est de l'argent qui est en grande partie gaspillé. Aujourd'hui, on a... Alors, parmi l'arsenal, il y a beaucoup de recherches. Alors, on a aujourd'hui des traitements à base d'immunothérapie. Alors, ça nous amène à la question de l'immunothérapie, qui est évidemment pour certains malades un vrai progrès, mais qui bute sur les mêmes problèmes que les traitements traditionnels. D'abord, ce n'est pas dénué d'effets secondaires. De temps en temps, les globules blancs se trompent de cible et vont dévorer les poumons ou autre chose. Et deuxièmement, là encore, les traitements marchent jusqu'au moment où ils ne marchent plus. Et la tumeur revient avec une vengeance. Donc, l'immunothérapie est clairement un progrès, mais ce n'est pas une révolution au sens où on a vidé les centres anticancéreux et que les gens sont guéris. Le jour où on voit apparaître les antibiotiques dans la tuberculose, c'est fini, on n'a plus de tuberculose. Et là, dans le cancer, il y a peut-être une inflexion, mais elle n'est pas majeure. Ça concerne, par exemple, l'immunothérapie fonctionne sur quel type, très bien sur quel type de cancer ? Elle fonctionne bien dans certaines formes de cancer de la peau et ou des cancers du poumon, mais tout de même... c'est pas aussi clair et net que ce qu'on voudrait bien dire. Un mot sur le coût de ces thérapies. Le cancer est un énorme problème de santé publique, mais d'un point de vue économique, c'est un succès. Les traitements du cancer coûtent de plus en plus cher, et sur les 10 médicaments qui sont le plus vendus dans le monde, vous en avez 7 qui touchent le cancer ou les maladies auto-immunes, qui sont des maladies extrêmement proches d'un point de vue biochimique. Donc les laboratoires ont quand même intérêt à ce que les traitements coûtent de plus en plus cher, non ? Je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Non, c'est un sujet connexe. Vous l'évoquez un petit peu dans votre livre, en disant qu'aujourd'hui, la recherche, elle est là aussi pour faire plaisir à des actionnaires. Je crois que ce qui est plus important, c'est qu'il y a des médicaments probablement extrêmement efficaces qui ont été partiellement ou complètement délaissés. Et qui remontent et qui sont de vieux médicaments. Qui sont de vieux médicaments. C'est un peu comme l'histoire du Covid où on a vu tout le débat dans la société. On a vu une société médicale extrêmement fragmentée.
le monde de la cancérologie est aussi fragmenté. Et il y a des vieux médicaments. Alors vous pensez à quel médicament là? Alors je pense particulièrement au bleu de méthylène. Alors le bleu de méthylène... Alors un peu d'histoire pour tout le monde, le bleu de méthylène, parce qu'à la base c'était pas un médicament, hein. Oui, alors je vais le faire relativement court, mais le bleu de méthylène est le plus vieux médicament de synthèse. 1876, au fond c'est chimiquement simple, c'est 2 noyaux de benzène, l'un à côté de l'autre. Et c'est fait à l'époque pour teindre en bleu, mais c'est une teinture instable. Et grosso modo, tous les médicaments de synthèse entre 1920 et 1950 sont des dérivés du bleu de méthylène. Donc les anti-inflammatoires, les sulfamides, les antidépresseurs, la chloroquine dont on a beaucoup parlé, ainsi de suite, tous dérivent du bleu de méthylène. Et le bleu de méthylène a une efficacité chez l'animal et souvent démontrée chez l'homme dans énormément de maladies qui vont de l'Alzheimer au cancer et au Parkinson, voire au Covid. Et ce bleu de méthylène est un transporteur d'électrons. Et c'est pour ça que nous en sommes arrivés à l'idée que l'effet Warburg, qui est la cause du cancer, pouvait être lié aux électrons. Bleu de méthylène, vous racontez l'histoire d'une jeune patiente qui est anorexique aussi. Que ça marche aussi pour l'anorexie, finalement. Ça marche dans plein de choses. Et vous avez des centaines, voire des milliers de publications qui le démontrent. Je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit. Et c'est un traitement qui est relativement sans effet secondaire, sans risque. Et le coût est de 2 € le kilo si vous l'achetez au kilo. Et là, dans ces cas-là, donc, quand on parle du cancer, comment est-ce qu'il agit sur la cellule cancéreuse? Il permet à la cellule cancéreuse de respirer. Un des financements de cette fondation qui nous aide a été de payer un postdoc à l'Université de Montréal pour démontrer cela. Si vous mettez du bleu de méthylène sur des cellules cancéreuses, elles se remettent à respirer, elles ne fermentent plus et elles arrêtent de proliférer. L'idée de votre fondation, c'est de financer des études qui permettent d'avancer aussi, parce que des études scientifiques, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'études scientifiques. Je pense qu'il y a un problème, comme toujours, les scientifiques adorent faire des études et confirmer leurs hypothèses, mais il y a aussi un problème de tout d'un coup se dire, voilà, on a compris, on s'approche de la compréhension, et voilà ce qui se passe. Et qu'il y a une forme de transgression à se dire, voilà, ça n'est que ça. Et ça, c'est une énorme difficulté pour les scientifiques, au fond, de poser leur stylo et de se dire, voilà, c'est ça. En plus du bleu de méthylène, est-ce qu'il y a d'autres molécules qui sont actives sur le cancer et qu'on a oubliées et qu'on a tendance à trop oublier? Mais il n'y en a pas qu'une, c'est le problème, c'est qu'il y en a des centaines. Et les gens prennent déjà beaucoup de produits. Alors moi, j'avais beaucoup travaillé sur l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate. On avait tout de même été capable, avec des molécules, là encore simples, qui ne coûtent rien et qui sont des années 50, d'arrêter la croissance des tumeurs dans tous les modèles. Et ça a été fait et répété à Harvard ou ailleurs. Et puis, vous avez d'autres molécules sur lesquelles d'autres gens travaillent, le coenzyme Q10 et ainsi de suite, le dioxyde de chlore, enfin, vous en avez plein. Mais aujourd'hui, des gens travaillent, mais on voit une forme de dissociation qui n'est pas saine entre des gens qui essayent de se sauver en prenant des produits dont l'efficacité est possible, voire probable, et une absence d'essais cliniques normés qui sont là pour, au fond, trancher. Il faut expliquer que c'est pour ça que vous écrivez votre livre aussi. Le livre, il a un but principal, c'est de faire bouger les choses. Je ne suis pas intéressé par l'argent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est au fond d'aider. Je n'ai aucun lien ni à droite ni à gauche avec une industrie quelconque. Ce que je veux, c'est que ça bouge. Ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on a l'impression qu'on a compris, qu'il y a des malades qui disent qu'ils vont mieux de façon transitoire ou à très long terme avec ce genre de traitement, et on ne comprend pas qu'il n'y ait pas d'essai de fait. Un autre sujet qui est du même acabit, qui est le régime cétogène. Le régime cétogène, ça date des années 40. Là encore, en Allemagne, il y a littéralement des dizaines, voire des centaines de milliers de malades cancéreux qui se mettent en régime cétogène.
Et encore, aucun essai de fait. Alors, il y a eu des essais pour la chimio, sur l'impact de régime cétogène quand on fait une chimio. Oui, il y a eu ça, mais régime cétogène seul ou en accompagnement de la chimio au long cours, ça n'a pas été fait. Et il y a suffisamment de médecins qui sont convaincus de leur efficacité pour avoir écrit un éditorial en disant est-ce que le régime cétogène ne doit pas être le traitement de base pour le glioblastome. Et pourquoi, puisque le régime cétogène est le traitement de l'épilepsie, par exemple, un des traitements de l'épilepsie, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'études ? Ce à quoi on essaye de toucher, j'aime pas le mot parce que tout le monde en parle, c'est tout de même une révolution. D'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, de traiter les malades autrement et ainsi de suite. Et il y a une forme de difficulté à bouger les choses. On peut avoir autant d'arguments scientifiques qui tiennent la route, faits par différents laboratoires et ainsi de suite, et en même temps être impressionné, pour dire le moins, de l'absence de réponse institutionnelle. Voilà, j'ai invité aujourd'hui Laurent Schwartz qui nous parle de son nouveau livre qui s'appelle Les clés du cancer chez Thierry Soucard. Vous êtes cancérologue et radiothérapeute des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, et en France et aux États-Unis. Oui. On parlait d'Harvard tout à l'heure, bon j'ai vu que vous étiez modeste, mais bon, vous avez fréquenté Harvard. J'ai fréquenté Harvard. En plus du reste. Dans ma jeunesse. En plus du reste. Important pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la Fondation Guérir du Cancer, qui a été donc créée sous l'égide de la Fondation de France et qui a pour but de financer des études scientifiques dont on parlait tout à l'heure. C'est une fondation dont je ne fais pas partie, mais dont je suis très proche et dont le but est uniquement de financer des études. Alors votre livre, c'est un livre collectif. Il y a eu toutes les personnes du groupe à Polytechnique que vous aviez réunis, mais aussi vous avez écouté les patients. Et ces fameux patients qui, malades, testent beaucoup de choses. Et vous n'êtes pas fermé quand vous écoutez les patients. Alors quels sont les types de patients que vous avez rencontrés par exemple ? Mais des patients, j'en ai rencontré dans ma carrière de cancérologue tout de même beaucoup. Et il y a énormément de malades qui prennent des traitements dits complémentaires. On estime qu'à peu près 80 à 90% des malades qui ont un cancer prennent des traitements complémentaires. Là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont complètement folles, il y a des choses qui clairement ne marchent pas, mais il y a aussi des malades qui vous racontent des histoires extraordinaires. Et il faut les entendre. Et au fond, on vit deux coups de théâtre simultanés. Le premier dont j'ai parlé plus avant, qui est, au fond, la compréhension du cancer. Voilà ce dont il s'agit. Je ne vais pas recommencer. Oui, vous pouvez, parce que tout le monde n'était pas là en début d'émission, rappeler votre compréhension du cancer. Alors, le cancer est une fermentation qui est liée au fait qu'on brûle mal le sucre et qui est elle-même liée à une augmentation de la pression électronique. Ça, c'est ce qu'on croit qu'on a compris. Et deuxième coup de théâtre, qui est simultané, c'est des malades dont on sait en tant que cancérologue qu'ils devraient mourir et qui ne meurent pas, ou qui meurent plus lentement. Et ça, vous en avez sur Internet, vous en avez littéralement des dizaines ou des centaines, qui sont pour la plupart des malades que je n'ai jamais vus et jamais rencontrés. Sur les malades que j'ai vus, j'en vois passer tout de même fréquemment qui ne devraient plus être là. Et quand on les écoute, on se dit, évidemment, que se passe-t-il ? Et ce auquel je crois, c'est que les malades éclairent ce que nous croyons avoir compris. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces malades-là ? Alors certains ont pris du bleu de méthylène, d'autres ont pris du dioxyde de chlore, des troisièmes se sont mis en régime cétogène, d'autres ont fait un mélange de tout, et puis encore des malades ont rajouté ceci ou cela. Et au fond, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai le plaisir d'être entouré de chimistes et de biophysiciens, c'est de comprendre ce qu'ils prennent. Parce que ces molécules, au fond, sont souvent parentes les unes avec les autres. Et souvent, on peut comprendre que ces molécules-là ciblent les électrons. Là, vous avez parlé de traitement complémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne son traitement de base, on est d'accord ? Il ne faut surtout pas abandonner le traitement de base, surtout si le traitement de base a une vraie chance d'être efficace. Changer un traitement
salvateur pour un Hodgkin, un cancer du testicule ou ainsi de suite, est criminel. Changer quoi que ce soit quand vous allez guérir, c'est une erreur. Ceci dit, il y a des malades dont le pronostic est déplorable, qui font des choses en plus du traitement complémentaire et pour lequel on voit des miracles. Mmh. Qu'est-ce que c'est, selon vous, un patient bien informé en termes de cancer ? C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'au fond, on pourrait se poser la question aussi de qu'est-ce qu'un médecin bien informé ou qu'est-ce qu'un institutionnel bien informé. Moi, j'ai été frappé, j'ai été une fois à l'agence du médicament pour proposer un essai sur le régime cétogène et la personne en charge des essais ne connaissait pas le terme. Il y a aujourd'hui une forme de dissociation dans la société où à la fois les malades semblent souvent beaucoup plus informés que les institutionnels et qu'en même temps les preuves de l'efficacité de ces traitements complémentaires ne sont pas encore là. Elles viendront ou elles ne viendront pas, mais l'information est un vrai sujet. Dans votre livre, et vous revenez beaucoup là-dessus, vous dites que le cancer est une maladie de la vieillesse. Beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin vont vous dire, ben non, je connais un tel, il a 40 ans, 38 ans, et il a attrapé un cancer de ci, de ça, du pancréas. Donc, est-ce qu'on peut forcément dire que le cancer est une maladie de la vieillesse ? Alors, si vous allez aux chiffres dans leur globalité, la mortalité par cancer évolue comme une fonction à la puissance 4 de l'âge. Donc, plus vous êtes âgé, plus vous avez de chances d'avoir un cancer, et la moitié des cancers, c'est après 70 ans. Après, c'est un peu comme une voiture. Vous avez des voitures qui tombent en panne très tôt, parce que elles sont mal construites. Quand vous avez une maladie tôt dans la vie, c'est que vous avez un problème dans votre génome ou que vous avez rencontré un virus qui vous l'a donné. Donc c'est une autre forme de cause. Mais pour l'immense majorité des cancers, les cancers sont des maladies liées au vieillissement et les cancérigènes que nous connaissons, comme le tabac, font vieillir de façon plus précoce. Vous parlez beaucoup d'inflammation, finalement, dans votre livre. Vous n'avez pas de cancer sans inflammation. L'inflammation fait le lit du cancer, de l'Alzheimer, du Parkinson et de tout le reste. Comment savoir si notre propre organisme est inflammé ou pas, docteur ? Comment on le sait, ça ? Et il faut se regarder dans la glace. Se regarder dans la glace, c'est une première façon de savoir son âge et son âge physiologique. Vous dites que si on fait plus que son âge... On a plus de chances de mourir d'un cancer et du reste. Oui. Vous savez, regarder les mains des gens est extrêmement informatif quant à leur âge. Et l'âge, si je parle de l'âge, il y a deux choses. La première, c'est que c'est un facteur fondamental du cancer et qu'on oublie trop l'âge. On met en avant les rares cancers de l'enfant qui évidemment existent, mais qui sont liés à des, entre guillemets, erreurs de fabrication, au sens où le génome est anormal, pour la plupart des fois, et donc on l'oublie. Et deuxièmement, le vieillissement lui-même est possiblement quelque chose pour lequel on peut avoir un traitement. Vous exercez depuis environ 40 années. Vous avez l'impression aujourd'hui que les personnes qui ont des cancers du sein sont plus jeunes qu'à une époque ou pas du tout ? Quelque chose qu'on entend, on dit que finalement... Je vais vous répondre. Je n'ai pas la réponse pour ça. La mortalité par cancer du sein, par tranche d'âge, c'est-à-dire en faisant des beaux diagrammes et des belles mathématiques, c'est la même que quand j'ai commencé ma carrière. Et c'est la même qu'en 1960. Donc la mortalité par cancer du sein n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'elle baisse un peu maintenant et qu'elle avait monté entre-temps, mais que grosso modo, ça n'a pas bougé. Vous expliquez qu'une des clés au cancer, c'est ce qu'on appelle la mitochondrie. Qu'est-ce que c'est que la mitochondrie ? Alors ça me ramène à là encore de l'histoire, mais cette fois-ci plus ancienne. Au début des temps, enfin il y a 4 milliards d'années, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère. Donc la cellule, elle ne peut que fermenter. Et il y a 2 milliards d'années, l'oxygène arrive et la cellule risque un stress oxydatif et donc va entrer dans la cellule des petits organelles qu'on appelle les mitochondries qui vont lui permettre de survivre. Et depuis... La mitochondrie, c'est dans nos cellules, vos cellules et ainsi de suite. Il y en a plusieurs centaines par cellule et ça permet de brûler l'oxygène et le sucre.
Mais de quel oxygène parle-t-on ? L'oxygène environnemental. L'oxygène est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'il en a l'air. C'est comme l'eau, c'est pas si simple que ça. Mais c'est passionnant dans votre livre. Bon, alors pour ceux qui liront, ils comprendront le chapitre consacré à l'oxygène. O2. Ou pas, non ? Non, enfin, il y a quelqu'un qui vous a aidé à comprendre d'ailleurs, hein, un spécialiste qui vous a aidé à comprendre. J'ai la chance d'avoir été extrêmement entouré par des physiciens, des matheux. Moi, la différence entre l'oxygène singulé, l'oxygène triplé, c'est des choses que je ne comprenais pas. Enfin, c'est pas mon monde. Ce que je voyais en tant que cancérologue, c'est quelque chose qui était fondamental, quelque chose qui est écrit nulle part en réalité. Quand vous faites un infarctus, vous avez la mort des cellules cardiaques et dans les minutes qui suivent, vous avez les enzymes qui montent, des enzymes qui sont dans le cœur, qui sont relarguées dans la circulation. On fait une prise de sang et on voit bien qu'il y a ces troponines dans le sang et on sait qu'il y a un infarctus. Quand vous faites une chimio, vous tuez des milliards de cellules et il n'y a pas de cadavre. La scène du crime est vide, comme vous le savez. Oui, c'est incroyable. Et c'est lui qui veut vérifier où sont les cadavres. Comment il fait ? Ils ne sont pas là, les cadavres ont été brûlés. Ils ont été brûlés parce que l'oxygène est sous une autre forme que la forme classique. Il est sous forme d'oxygène singulé. Et c'est probablement pour ceci que marche la chimiothérapie. Mais c'est un autre sujet. Oui. Alors, vous parlez de l'échec finalement de la recherche en cancérologie et en psychiatrie. Quelles sont les raisons qu'on a d'être optimiste aujourd'hui ? Je pense que premièrement, on vient de vivre une crise sanitaire exceptionnelle. Donc les gens ont besoin d'autre chose. Que d'une certaine façon, nous et les autres apportons autre chose. Et deuxièmement, je pense que tout ceci est infiniment plus simple que ça n'en a l'air. On est malade, que ce soit le cancer qui est le domaine que j'ai au bout des doigts, ou l'Alzheimer, ou l'inflammation, ou la psychiatrie, parce qu'on fermente. Et que probablement les traitements un jour seront les mêmes. C'est pour ça que je reviens au bleu de méthylène dont je vous parlais plus avant. Ce bleu de méthylène, il est efficace dans la phobie, il est efficace dans les crises d'angoisse, il est efficace dans l'Alzheimer, et ainsi de suite, et aussi probablement dans le cancer. Ça veut dire que les maladies sont beaucoup plus similaires les unes que les autres que ce qu'on pense. Et ça veut dire que probablement, un jour, que possiblement je ne verrai jamais, on aura un traitement qui sera le même pour toutes ces maladies. C'est mon espoir, c'est quasi ma certitude. Bien, et la suite est dans votre livre qui sort aujourd'hui, Laurent Schwartz, ça s'appelle Les clés du cancer. C'est bien parce que vous convoquez l'histoire et vous êtes simplex dans la façon dont vous expliquez les choses. Votre éditeur, c'est Thierry Soucard. C'était bien et bon de vous écouter ce matin. Thierry Schwartz, revenez quand vous voulez. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.